Le bruit électrique de la machine à café, le doux son du filet d'eau chargé de la précieuse substance qui s'écoule délicatement dans notre tasse et surtout l'odeur chaude, enveloppante, réconfortante qui vient chatouiller nos narines et embaumer notre esprit de ses effluves vivifiantes. Rien de tel pour s'éveiller, se tirer du lit et se préparer à attaquer une nouvelle journée de travail que la perspective de goûter à son premier café de la journée. Tout comme vous, j'adore le café, mais j'ai décidé de faire une expérience, me priver de café. Pas seulement de café en fait, mais de la caféine tout court. Et c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Les raisons qui m'ont poussé à faire cette expérience et comment je m'y suis prise pour que vous puissiez vous aussi reproduire ce test dans les meilleures conditions possibles. Mais avant de plonger dans les raisons qui m'ont amené à bâtir cette substance de mon alimentation, au moins temporairement, voyons déjà de quoi on parle vraiment quand on parle de caféine. La caféine, c'est une molécule aussi connue sous le nom scientifique de 1,3,7-triméthylxanthine qui appartient à la famille des alcaloïdes, comme la morphine. Alors pourquoi c'est important de s'intéresser à son nom scientifique ? Parce que la théine, qu'on trouve dans le thé, est aussi de la triméthylxanthine. Et la matéine, qui provient des feuilles de yerba maté qui sont infusées pour produire une boisson chaude très populaire en Amérique latine, aussi. Et on trouve cette même molécule dans le cacao, le guarana et les noix de cola. Et on l'utilise aussi dans certains médicaments, dans certains antidouleurs, certains compléments sportifs et certaines boissons énergisantes. Autrement dit, quand on s'intéresse à la caféine, il ne suffit pas de s'intéresser au café. Toute personne qui boit du café régulièrement connaît les effets bénéfiques de la caféine sur son état mental, notamment sur l'humeur et la concentration. On sait qu'une dose de caféine de 40 à 300 mg par jour, soit une petite tasse à 3 grandes tasses de café, améliore l'éveil, la concentration, la vigilance et donc les capacités cognitives, ainsi que le temps de réaction, surtout lorsque les personnes sont mal reposées ou mal réveillées. Et notamment la caféine booste la production d'adrénaline, l'hormone de la lutte ou de la fuite, c'est-à-dire un mécanisme de survie qui augmente le niveau d'attention et la réactivité. La caféine améliore aussi l'humeur puisqu'elle stimule la production de dopamine, l'hormone du plaisir. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on consomme de la caféine, on est récompensé par une vague de plaisir et de bien-être. Et elle a aussi un effet antalgique, c'est-à-dire qu'elle soulage les maux de tête ou les douleurs. Enfin, si on s'intéresse plus spécifiquement au café, principale source de caféine, il contient d'autres substances très intéressantes comme des antioxydants, du caféstol qui protégerait contre les inflammations et certains risques de cancer, du potassium qui contribue au fonctionnement normal du système nerveux et des muscles et au maintien de la pression sanguine, des fibres solubles qui diminuent la glycémie et freinent l'absorption des graisses par l'organisme. Alors, pourquoi s'en passer ? En réalité, j'ai jamais été une très grande consommatrice de café. J'ai commencé à boire du café régulièrement assez tard, je pense vers 27 ou 28 ans, et depuis j'en bois environ 2 tasses par jour le matin. Avant ça, par contre, je buvais énormément de thé, plusieurs théières tout au long de la journée, que je laissais en plus infuser très longtemps, et plus l'infusion est longue en général, plus le thé est chargé en caféine. Ou alors du maté, et là aussi je faisais plusieurs thermos par jour, parfois jusque tard dans l'après-midi, et le maté est aussi très chargé en caféine. Depuis quelques années, je fais attention à l'heure à laquelle j'arrête de boire une boisson quelconque contenant de la caféine à cause des possibles interférences avec le sommeil. Et généralement, je buvais du café que le matin, avant 10h, et du thé ou du maté peut-être jusqu'à 14h au plus tard. Et un jour, j'ai lu le livre de Chris Bailey intitulé The Productivity Project, où il détaille son expérience de sevrage de la caféine et les raisons pour lesquelles il s'est lancé dans cette aventure. Et j'ai été particulièrement impressionnée par l'effet de ce sevrage sur son niveau d'énergie. Il affirme qu'après un mois sans caféine, il a commencé à ressentir un niveau d'énergie impressionnant, bien plus élevé que lorsqu'il consommait de la caféine, et qu'en plus, son niveau d'énergie était beaucoup plus stable durant la journée, comparé aux fortes fluctuations qu'il pouvait vivre auparavant lorsqu'il entamait sa journée par une tasse de café. Et après ça, j'ai aussi lu quelques articles et regardé des vidéos de personnes qui avaient aussi tenté cette expérience. Et le même son de cloche revenait très souvent. L'arrêt de la caféine, contrairement à ce que je pensais, ne les a pas vraiment privés d'énergie, mais au contraire a amélioré leur niveau d'énergie. Et bon, ça a vraiment piqué ma curiosité et j'ai donc décidé de suivre leurs pas et de tenter moi aussi l'expérience. Alors plongeons maintenant un peu plus en détail dans les raisons qui pourraient vous pousser à arrêter la caféine au moins temporairement. La première raison, c'est pour regagner le contrôle et éviter la dépendance. La caféine, c'est ce qu'on appelle une substance psychoactive, c'est-à-dire qu'elle agit sur le cerveau et modifie l'activité mentale, les sensations et le comportement, tout comme l'alcool, le cannabis ou la cocaïne.
Et sans entrer dans le débat de savoir s'il s'agit d'une drogue qui crée une dépendance psychologique au travers de son action physiologique sur l'organisme, elle engendre en tout cas une sorte de dépendance physique. On a besoin d'en consommer régulièrement pour éviter des symptômes de manque ou d'en consommer davantage pour bénéficier de ses effets stimulants. Alors, comment ça fonctionne ? La caféine en fait agit dans notre cerveau, non pas en nous fournissant de l'énergie supplémentaire, mais surtout en masquant notre fatigue. Au cours de la journée, notre cerveau produit des molécules d'adénosine qui sont des neuromodulateurs. Lorsqu'elles se fixent sur les récepteurs qui leur sont consacrés dans le cerveau, elles provoquent le ralentissement de l'activité nerveuse, elles ralentissent la vitesse de transmission des signaux entre nos neurones et elles signalent à notre cerveau qu'on est fatigué, ce qui se traduit par un état de somnolence. Et plus la journée avance, plus l'adénosine s'accumule et plus on se sent fatigué. Il se trouve que la caféine ressemble de très près à l'adénosine. Et elle peut donc aussi se fixer sur les récepteurs prévus pour l'adénosine. On dit qu'elle est un antagoniste des récepteurs de l'adénosine. Mais la caféine, au contraire, ne libère aucun signal de fatigue. Quand elle se fixe sur les récepteurs, elle ne fait que bloquer l'accès à l'adénosine, qui peut donc pas signaler la fatigue à notre cerveau. Et en plus, la caféine stimule la libération de neurotransmetteurs, en particulier excitateurs, comme la dopamine et l'adrénaline. Et on se sent alors plus réveillé et plus alerte. Mais le problème, c'est que consommer de la caféine régulièrement, en particulier tous les jours, ça engendre un processus d'accoutumance ou de tolérance. Comme la caféine vient bloquer les récepteurs qui sont normalement faits pour accueillir l'adénosine, notre cerveau va commencer à créer des récepteurs supplémentaires pour donner la place non seulement à la caféine, mais aussi à l'adénosine de venir s'y loger. Et c'est pour cette raison qu'après quelques jours de consommation de caféine, les effets dopants s'estompent et que prendre du café nous permet juste de retrouver simplement notre état normal. Et cette tolérance à la caféine peut se développer très rapidement, en seulement 1 à 4 jours de consommation. À ce moment-là, il faut augmenter sa consommation de caféine pour retrouver les effets stimulants et la sensation d'euphorie qu'on connaissait au tout début de notre consommation. Et en plus, lorsqu'on a l'habitude de boire du café et qu'on décide soudainement d'arrêter ou de s'en passer une journée, on risque de vivre un phénomène de manque. Et les effets ressentis peuvent être très handicapants. Ça peut être de l'irritabilité, de la fatigue, une incapacité à se concentrer et des maux de tête. Parce que les récepteurs de l'adénosine sont maintenant en surnombre, mais sont aussi désormais tous disponibles pour accueillir l'adénosine produite, seule l'adénosine va venir s'y loger et combler tous les espaces libres, ce qui induit un état de fatigue plus rapide et plus prononcé qu'à l'accoutumée. Autrement dit, on est presque forcé de continuer à consommer de la caféine rien que pour rester dans notre état normal. Et j'aime pas l'idée d'être dépendante d'une substance pour réussir à me concentrer, à fonctionner normalement. Avant d'utiliser une aide externe, artificielle, j'aimerais réapprendre à me concentrer en utilisant mes ressources naturelles, à me réhabituer à l'effort, à l'inconfort qu'induit le fait de devoir focaliser son attention sur une tâche donnée. Et ça veut dire aussi réapprendre à accepter la fatigue, à accepter de ne pas toujours être au top de sa forme et à avancer même sans se sentir tout à fait réveillé ou au mieux de ses capacités. Ça veut dire réapprendre à se booster, à se mettre au travail même quand les conditions ne sont pas optimales. Et je pense que les médias, les gourous de la productivité et le monde professionnel nous vendent trop l'idée ou l'illusion qu'il faut être au top de notre forme tout le temps, qu'on n'a pas le droit d'être fatigué, alors qu'en réalité c'est irréaliste de vouloir toujours être à 100% et hyper productif. Et je crois surtout que c'est une force et une compétence qu'on peut développer que d'être capable de fonctionner même dans un état mental suboptimal et qu'il faut aussi apprendre à gérer nos états d'éveil et nos niveaux d'énergie qui fluctuent constamment. Raison numéro 2, retrouver les effets stimulants et euphorisants de la caféine. Comme je viens de l'expliquer, le phénomène d'accoutumance provoqué par la consommation régulière de caféine réduit les effets stimulants du café et l'état d'euphorie ressenti qui provoque pour une même quantité consommée. Et donc pour retrouver cet effet-là quand on consomme du café quotidiennement, il faut continuellement augmenter ses doses pour bloquer non seulement les récepteurs originaux, mais aussi les nouveaux, au risque d'arriver à des doses qui peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. En général, des 600 mg. Par exemple, de l'anxiété, de l'irritabilité, une incapacité à se concentrer due à une excitation trop importante, des perturbations du sommeil, etc. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir retrouver ce boost matinal, cette sensation d'euphorie, de motivation, de confiance inaltérable que me procurait le café à l'époque où j'en buvais presque jamais. Et surtout, je voulais pouvoir bénéficier de ce coup de fouet quand j'en ai vraiment besoin. Les jours où j'ai vraiment mal dormi, où j'ai plus de mal que d'habitude à démarrer ma journée, ou quand j'ai vraiment une grosse journée qui m'attend, ou un projet, une tâche particulièrement difficile ou exigeante à terminer, ou quand un petit boost externe peut m'aider à livrer une meilleure performance, par exemple quand je dois tourner une vidéo ou si j'ai prévu de faire un test de force au fitness.
J'ai envie d'utiliser la caféine comme un outil et non comme une béquille qui me servirait simplement à retrouver mon état normal et qui m'handicaperait lorsqu'elle me fait défaut. Et pour retrouver ce boost sans mettre en danger ma santé, je devais donc retrouver ma sensibilité à la caféine en arrêtant d'en consommer quotidiennement ou en réduisant drastiquement les doses. Raison numéro 3, retrouver un niveau d'énergie plus stable. Au cours de la journée, même si l'adénosine ne peut pas se fixer sur les récepteurs qui lui sont consacrés puisqu'ils sont bloqués par la caféine, l'adénosine continue pourtant de s'accumuler dans notre organisme. Et quand la caféine est finalement métabolisée, c'est-à-dire éliminée, les molécules d'adénosine qui se sont accumulées toute la journée viennent tout à coup se loger dans les récepteurs enfin libérés, ce qui provoque une relaxation nerveuse importante d'un seul coup. Et c'est le fameux gros coup de barre ressenti l'après-midi. L'auteur du livre The Productivity Project, Chris Bailey, que j'ai mentionné au début de cette vidéo, donne une bonne représentation de ce concept. Il dit que consommer de la caféine, c'est s'emprunter à soi-même de l'énergie qui nous fera défaut plus tard dans la journée. Et c'est vrai que quand je buvais du café le matin, j'avais toujours un gros coup de barre l'après-midi, vers 14-15 heures, qui était encore probablement accentué par la digestion. Et c'est vraiment désagréable de s'éteindre d'un coup pendant 1 ou 2 heures en plein après-midi. Ça coupe la journée de manière artificielle et c'est presque impossible, en tout cas pour moi, de faire quoi que ce soit de productif. Et je préférerais garder une courbe d'énergie plus stable et voir ma fatigue augmenter progressivement au cours de la journée, plutôt que d'avoir ces variations abruptes qui m'éteignent soudainement complètement. Et 4e raison, éviter les perturbations du sommeil. Alors j'ai un sommeil particulièrement sensible et je fais des insomnies depuis plus de 10 ans. Et même si j'ai découvert une grande partie des causes et suivi une thérapie et réussi à améliorer petit à petit mon sommeil, c'est toujours pas parfait et je dois être particulièrement vigilante avec les facteurs susceptibles d'aggraver mes troubles du sommeil. Et sans surprise, puisque la caféine a pour effet de nous maintenir éveillés, elle peut aussi perturber notre sommeil. Le Dr Matt Walker, un expert en sciences du sommeil, a justement creusé les effets que peut avoir la caféine sur notre sommeil. Et même si on a l'impression que la caféine ne fait plus effet en fin de journée, on ne se rend pas compte du fait qu'à l'heure du coucher, en réalité, on a probablement encore de la caféine dans le corps, qui peut nous empêcher de trouver un sommeil vraiment réparateur. La demi-vie de la caféine est de 4 à 6 heures en moyenne. Ça signifie qu'après 4 à 6 heures, seuls 50% de la caféine ingérée a été éliminée, et les 50% restants sont encore présents dans notre système. Et le quart de vie de la caféine est donc de 8 à 12 heures. Donc après 8 à 12 heures, on a encore 25% de la caféine consommée dans notre système. Ça signifie que si on boit une tasse de café à 14 heures, un quart de cette caféine peut encore être présente dans notre système à 2 heures du matin. Et ça, c'est des moyennes. Alors chez certaines personnes, la caféine peut être éliminée beaucoup plus rapidement, mais chez d'autres, beaucoup plus lentement. Et ça, c'est en partie déterminé par nos gènes. Et au moment de se coucher, s'il reste encore de la caféine dans notre système, même une dose faible, on peut avoir des difficultés à s'endormir. Parce que la caféine augmente l'anxiété et notre niveau d'éveil, ce qui favorise les pensées qui tournent sans s'arrêter dans notre tête. Ça nous empêche de calmer notre esprit et donc de trouver le repos mental nécessaire à l'endormissement. Mais même si vous n'avez aucune difficulté à vous endormir, la caféine peut quand même bouleverser l'organisation des phases de sommeil lent et paradoxal et fragmenter votre sommeil sans que vous en soyez conscient. Et ça compromet l'efficacité et la qualité de votre sommeil sans que vous vous en rendiez compte. Il faut savoir que la caféine peut réduire la qualité et la quantité de sommeil profond de 20 à 40%. Et même une dose faible ingérée le soir peut réduire de 30% l'activité électrique du sommeil profond lors du premier cycle de sommeil. Et avoir des cycles de sommeil complets et de qualité, c'est essentiel pour une récupération totale et efficace. Si nos phases de sommeil sont perturbées, le lendemain matin, on se sent inévitablement moins reposé, moins frais, moins d'attaques parce qu'on a moins bien dormi. Alors on saute à nouveau sur notre café toute la journée pour masquer le manque de sommeil. Et c'est comme ça qu'un cercle vicieux peut s'installer. Et c'est là aussi un des dangers de la caféine, c'est qu'elle masque les signaux de la fatigue de manière chronique, c'est-à-dire sur le long terme. C'est comme ça qu'on peut passer des mois, voire des années en manque de sommeil sans vraiment s'en rendre compte, parce qu'on utilise des stimulants externes pour éliminer la sensation de fatigue. Mais les effets physiologiques de la fatigue et d'un manque chronique de sommeil de qualité, eux, continuent de se produire et peuvent conduire au développement de nombreuses maladies et à un vieillissement précoce. En ce qui me concerne, j'ai fait plusieurs expériences de sévrage. J'ai tenté en réalité 3 fois en 2022 de me débarrasser de la caféine. Une fois volontairement, mes tentatives infructueuses, une fois involontairement, et la 3e fois, ça a été la bonne. La première fois, j'avais décidé d'arrêter d'un seul coup sans vraiment savoir ce qui m'attendait. J'avais vaguement lu que je pouvais m'attendre à des symptômes, mais je ne savais pas vraiment combien de temps ça risquait de durer.
Résultat, maux de tête forts pendant 2 jours, fatigue intense, impossible de me concentrer. Et même une fois que les maux de tête ont cessé, j'étais toujours épuisée et j'avais beaucoup de peine à me concentrer, encore une semaine plus tard. Et c'était une période dans laquelle j'avais beaucoup de travail et beaucoup de projets, et j'étais vraiment pas prête à traverser ça. La deuxième fois, je suis tombée malade et j'ai pensé que ce serait mieux pour mon estomac de pas boire de café. J'ai pas du tout pensé aux symptômes de sevrage que j'avais ressentis la première fois. Résultat, j'ai eu à ce moment-là probablement un des pires épisodes de maux de tête de ma vie pendant 3 jours. C'était sûrement dû en partie au virus, mais je pense aussi que justement l'arrêt soudain de la caféine a encore aggravé la douleur et j'ai recommencé à boire du café dès que j'ai compris ce qui m'arrivait. J'étais pas prête là non plus. Mais j'ai pas abandonné et j'étais toujours déterminée à faire cette expérience et à découvrir ce qui allait se passer pour moi une fois que je serais débarrassée de ma tolérance à la caféine. Et j'ai décidé de réessayer une nouvelle fois, mais cette fois en réduisant ma consommation de café très progressivement. J'ai commencé au début du mois d'août 2022 et de 2 tasses de café chaque matin, je suis d'abord passée à une seule pendant environ une semaine. Puis j'ai éliminé la deuxième tasse et je l'ai remplacée par du thé noir. Ensuite, je suis passée à du café décaféiné. Faut pas oublier que le décaféiné contient aussi de la caféine. Et enfin, plus rien, que des infusions et de l'eau pendant 1 mois. À part quelques carrés de chocolat noir de temps en temps, qui contient tout de même de la caféine, mais dans des doses vraiment marginales qui, je le suppose, provoquent pas vraiment de phénomène d'accoutumance. Et cette fois-ci, j'ai évité les maux de tête, j'ai pas eu de symptômes violents de fatigue ou d'irritabilité, d'incapacité totale à me concentrer pendant plusieurs jours, comme la première fois. Et en gros, grâce à cette réduction très progressive, j'ai évité les symptômes habituels du sevrage et j'ai réussi à me passer totalement de caféine. Alors cette expérience, elle sert à rien si on n'en tire pas des conclusions et qu'on n'observe pas justement ce qui se passe. Donc voici les résultats de ma propre expérience. Temps écoulé jusqu'à l'éveil ou à l'activation physiologique. Premier constat, c'est que sans café, au lever, ça me demande un peu plus de temps pour me sentir d'attaque le matin, entre 45 minutes et 1 heure. Alors que quand je buvais du café, 5 à 10 minutes plus tard, je me sentais déjà tout de suite mieux et plus réveillée. Mais je pense que c'était surtout un effet psychologique parce que normalement la caféine, elle ne fait pas effet tout de suite. Le pic de stimulation arrive habituellement après 30 minutes à 1 heure après l'ingestion. Je pense simplement que la perspective de boire mon café le matin me donnait suffisamment de motivation et d'énergie pour me lever avec plus d'entrain, juste parce que j'anticipais le plaisir que j'allais ressentir en buvant ma première tasse de café de la journée. Dans tous les cas, même si ça me prend un peu plus de temps le matin pour me sentir vraiment réveillée, après 1 heure maximum, j'estime en général avoir le même niveau d'énergie qu'avec un café. Stabilité de l'énergie au cours de la journée. Je trouve aussi que les variations d'énergie au cours de la journée ont moins d'amplitude. Autrement dit, les creux sont moins longs et moins profonds. Et j'ai beaucoup moins souvent un gros coup de barre en plein après-midi. Et quand ça arrive, je pense que c'est surtout dû à la digestion, parce que j'ai mangé un repas plus lourd ou plus riche en glucides que d'habitude. Donc il y a bien un effet positif de l'absence de caféine sur la stabilité de mon niveau d'énergie. Effet sur la concentration. En ce qui concerne ma capacité de concentration, j'ai du mal à déterminer si celle-ci a diminué à cause de l'absence de caféine. En septembre, quand j'avais enfin totalement arrêté la caféine, il me semble que j'arrivais tout aussi bien à me concentrer qu'avant, tant que je gardais une bonne hygiène de travail, c'est-à-dire pas de réseaux sociaux ou autres distractions durant mes heures de travail, que j'avais un sommeil correct et blocage de mes périodes de travail dans mon calendrier. Mais depuis octobre, par contre, je me concentre beaucoup moins bien, mais ça peut être dû à beaucoup d'autres facteurs. Et notamment, j'ai relâché un peu ma structure de travail, je suis moins rigoureuse sur mes horaires et les conditions dans lesquelles je travaille. Et mon sommeil, qui évidemment joue un grand rôle dans ma capacité à me concentrer, n'est jamais très régulier à cause des troubles que j'ai mentionnés avant. Donc c'est difficile d'établir une relation de causalité parce qu'il y a trop d'autres variables qui entrent en jeu. Et peut-être que la caféine masquait ou atténuait les effets de ces autres facteurs sur ma concentration. Et cette expérience a au moins le mérite d'avoir attiré mon attention sur certains problèmes de gestion de mon temps et de mon énergie et sur des habitudes de sommeil suboptimaux que je devrais essayer d'améliorer. Par contre, sans grande surprise, les jours où je me sens particulièrement fatiguée, où j'ai vraiment mal dormi, j'ai évidemment beaucoup plus de difficultés à me concentrer et à me faire violence pour quand même avancer sur mes projets. Et je dois beaucoup plus m'adapter et souvent abandonner une tâche intellectuellement trop exigeante pour la remplacer par d'autres activités qui demandent peu de ressources mentales. En fait, avec une source de caféine, on peut temporairement surmonter un manque de sommeil ou d'énergie et être tout de même productif, pour quelques heures au moins. Alors que, sans caféine, c'est beaucoup plus compliqué, surtout si la fatigue persiste plusieurs jours. Et l'adaptation peut fonctionner si on n'a pas un emploi du temps trop chargé ou que notre activité nous permet facilement de réorganiser notre agenda,
ce qui est mon cas en tant que traductrice indépendante, donc j'ai de la chance, mais un chirurgien par exemple peut probablement pas en faire de même. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas plus concentrée qu'avant et que j'ai pas davantage d'énergie. Effet sur le sommeil. Pour ce qui est des effets sur le sommeil, là aussi pour moi c'est impossible de tirer des conclusions. Ça fait des années que je fais des insomnies, même sans caféine, donc je vois pas vraiment de différence. Effet psychologique. Pour moi, je dirais que ça a été un des effets les plus difficiles à gérer, c'est-à-dire abandonner le rituel du premier café le matin au lever, le goût et le plaisir que ça me procure. Le café c'est réconfortant, c'est agréable, c'est chaleureux, c'est vraiment un plus qui me motive à me lever et à démarrer ma journée. Alors oui, on peut le remplacer par des infusions, mais c'est sûr que ça n'a pas le même effet, c'est pas pareil au niveau du goût. Il faut accepter de dire adieu à ce petit plaisir du matin et créer un nouveau rituel qui nous permette de démarrer la journée avec entrain. Effet sur la faim. Alors la caféine c'est aussi utile quand on ne veut pas manger tout de suite dès qu'on se lève, par exemple si on veut pratiquer un jeûne intermittent parce qu'elle a un effet coupe-faim. Je me lève habituellement à 7h30 mais j'aime bien prendre mon petit déjeuner plus tard vers 10h. Et la caféine ça me permettait de tenir très facilement jusqu'à cette heure-là. Sans caféine, je trouve que c'est plus difficile, j'ai faim plus tôt et je sens aussi parfois que la faim limite plus rapidement ma capacité à me concentrer. Donc dans l'ensemble, pour moi, l'expérience n'a pas été aussi nette et tranchée que pour les quelques personnes dont j'ai lu ou écouté les récits et pour qui l'expérience a été clairement bénéfique. Ça n'a pas amélioré ma capacité de concentration, j'ai pas plus d'énergie qu'avant et j'ai pas senti d'amélioration nette de mon sommeil. En revanche, c'est vrai que mon humeur elle est plus stable durant la journée et que mon niveau d'énergie, même s'il n'est pas plus élevé, fluctue aussi moins. Sans compter que ça m'enlève un petit plaisir le matin qui me donnait un petit coup de pouce mental. Alors bien sûr, c'est que mon expérience et comme je l'ai dit au début, certaines personnes connaissent des effets beaucoup plus prononcés et positifs après un sevrage de caféine. Davantage d'énergie, une humeur et des niveaux d'énergie beaucoup plus stables, même une meilleure concentration tout au long de la journée et une meilleure qualité de sommeil, etc. Il ne faut pas oublier qu'on est tous différents et qu'il est probable que la caféine modifie notre comportement et nos facultés de différentes manières et à différents degrés. Et même si vous ne voulez pas vous passer de caféine définitivement, ou même si les résultats peuvent être mitigés, je pense que ça vaut la peine de se passer au moins une fois totalement de caféine pendant 1 à 2 mois pour comprendre comment la caféine modifie notre esprit, nos facultés mentales, notre humeur, notre niveau d'énergie, pour comprendre comment elle agit sur nous individuellement et décider vraiment de manière éclairée comment on a envie de consommer et d'exploiter cette substance pour notre propre bénéfice. Donc, je vous encourage à faire de même, à tenter l'expérience et à vous passer de caféine pendant 1 mois pour redécouvrir votre état normal. Et pour vous y aider, voilà quelques conseils et étapes à respecter pour que votre expérience de sevrage se passe au mieux. Comme je l'ai vécu moi-même, lors d'un arrêt brutal de caféine, des symptômes de sevrage handicapants peuvent apparaître. Des maux de tête, une fatigue importante, une incapacité à se concentrer, de l'anxiété, de l'irritabilité, des nausées, et ça peut même aller jusqu'à un état dépressif. Les symptômes, quand il y en a, apparaissent généralement entre 12 à 24 heures après l'arrêt de la caféine. Le pic est atteint entre 20 et 48 heures après, et ils peuvent durer plus d'1 semaine. Mais pas tout le monde développe tous les symptômes lors d'un sévrage, et pas non plus dans la même mesure. En ce qui concerne les maux de tête, il semble qu'environ 50% des individus qui coupent brusquement leur consommation de caféine ressentent des maux de tête. Ce serait dû en fait à la dilatation des vaisseaux sanguins. Parce que la caféine a un effet vasoconstricteur, ça signifie qu'elle contracte les vaisseaux sanguins et ça réduit le flux sanguin. Donc si on boit régulièrement de la caféine, on s'habitue en fait à cet état physiologique. Mais quand on arrête soudainement d'en consommer, les vaisseaux de nouveau se dilatent, créant un afflux sanguin inhabituel qui peut être justement lié à l'apparition de ces fameux maux de tête. Sans oublier que la caféine agit comme un antidouleur dont vous êtes maintenant privé, donc les maux de tête sont ressentis d'autant plus fortement. Une étude a aussi montré que 13% des individus qui arrêtent brusquement la caféine développeraient des symptômes sévères qui les empêcheraient de mener leurs activités quotidiennes et de fonctionner normalement. Donc mieux vaut ne pas prendre l'arrêt de la caféine à la légère et de s'y préparer adéquatement. La première règle pour réussir son sevrage, c'est déjà de choisir la bonne période. C'est difficile de dire combien de temps exactement il faut pour se débarrasser de l'accoutumance à la caféine, pour retrouver une sensibilité normale et ne plus sentir les effets négatifs du sevrage. Certes, les maux de tête peuvent durer de 1 jour à 1 semaine, mais retrouver un état physiologique normal, ça peut prendre jusqu'à 1 voire 2 mois suivant les personnes. Et ça dépend vraiment de facteurs génétiques, mais aussi de la consommation habituelle de caféine avant le sevrage et des autres habitudes de vie, comme l'exercice physique, l'alimentation,
qui peuvent jouer un rôle dans la rapidité avec laquelle le corps se débarrasse des toxines et s'adapte à ce nouvel état. Donc, ne commencez pas un sevrage dans une période trop stressante ou d'activité intense. Par exemple, attendez d'avoir bouclé un projet important sur lequel vous travaillez. Faites pas cette expérience quand vous avez trop de pain sur la planche. Faites cette expérience pendant vos vacances ou une période de l'année plus tranquille où vous savez que votre charge de travail n'est pas trop élevée ou à un moment où votre niveau de stress général est plutôt bas. Règle numéro 2, arrêtez progressivement. Même si les symptômes les plus violents du manque, comme les maux de tête, n'apparaissent pas chez tout le monde, la fatigue et le manque de concentration sont perçus par la plupart. Et dans le doute, mieux vaut réduire votre consommation progressivement pour laisser à votre corps le temps de s'habituer sans que vous ressentiez une différence marquée. Alors commencez avec votre consommation habituelle, moins une tasse. Par exemple, si vous avez l'habitude de prendre 4 tasses de café par jour, n'en prenez plus que 3 pendant 4 ou 5 jours, voire une semaine, puis passez à 2 et à 1. Et vous pouvez ensuite remplacer le café par une autre source de caféine, mais moins dosée, comme une tasse de thé noir pendant quelques jours, puis boire du décaféiné et enfin arrêter totalement. Règle numéro 3, dormir suffisamment. Si vous êtes un consommateur de café chronique, il y a de fortes chances pour que, sans vous en rendre compte, vous ayez utilisé la caféine pour masquer la fatigue due à un manque de sommeil chronique ou à un sommeil de mauvaise qualité. Et il se peut qu'en réduisant votre consommation de café, puis en l'arrêtant totalement, vous vous sentiez plus fatigué et vous ressentiez le besoin de dormir davantage parce que vous n'avez plus de stimulants externes qui masquent les effets du manque du sommeil. Alors si vous vous sentez plus fatigué alors que vous réduisez pourtant votre consommation très progressivement, la fatigue ressentie dans ce cas, c'est une indication que vous ne dormiez pas assez et que vous avez besoin de davantage d'heures de sommeil que ce que vous vous octroyez jusqu'à présent. Donc donnez-vous la possibilité de dormir autant que nécessaire pour pouvoir retrouver votre niveau d'énergie habituel. C'est justement l'occasion de retrouver un rythme de sommeil adapté, soit un sommeil de qualité et dans les quantités adaptées à vos besoins. Et c'est aussi pour cette raison qu'il vaut mieux choisir une période pas trop chargée et dans laquelle vous avez assez de temps pour vous et peu de stress. Et rappelez-vous que même si vous masquez les symptômes de la fatigue avec de la caféine, elle n'empêche pas les effets physiologiques d'un manque de sommeil chronique sur votre santé de se produire. Un sommeil de qualité, c'est vraiment un des facteurs les plus importants pour rester en bonne santé à long terme. Règle numéro 4, remplacez le rituel du café. Comme je l'ai dit, pour moi, l'attachement psychologique au café, ça a été une des étapes les plus difficiles à passer. J'ai pas trouvé de boisson de remplacement aussi satisfaisante, mais en réalité, il y a des options. Le seul conseil que je peux vous donner ici, c'est de faire des tests. Vous pouvez par exemple vous préparer un verre d'eau aromatisé, par exemple au jus de citron, au concombre, aux fruits, etc. Vous pouvez aussi essayer de vous préparer un smoothie ou un milkshake. Dans ce cas, essayez de ne pas ajouter trop de glucides et d'y intégrer surtout des protéines et des lipides pour éviter un pic de glycémie qui risque de provoquer une libération élevée d'insuline et de provoquer un coup de barre soudain. Une autre solution, c'est simplement d'apprendre à se passer d'une boisson chaude réconfortante le matin et de trouver du plaisir dans d'autres activités. Le rituel de la première tasse de café peut être remplacé par un peu de lecture, un réveil en musique, par des étirements, du yoga ou une activité physique douce, par une balade, de la méditation, etc. Pensez à quelque chose qui peut vous faire du bien, vous aider à vous tirer du lit le matin, à vous motiver et à commencer la journée avec entrain. Pour ma part, la musique, c'est un bon moyen de me tirer du lit. Et une fois levée, je prends le temps d'émerger en lisant un livre ou en écoutant un podcast pendant environ 30 minutes. Et ça me permet de commencer la journée avec une activité agréable, à défaut d'une boisson réconfortante. Et au final, c'est peut-être là qu'est la clé. La caféine, c'est une sorte de raccourci qui nous permet d'améliorer notre humeur, notre concentration et certaines de nos facultés mentales sans trop d'efforts. Elle altère le fonctionnement de notre esprit et masque notre fatigue physiologique en quelques dizaines de minutes sans qu'on ait besoin d'y penser. Mais elle a un coût de consommation qui doit augmenter au fil du temps, un coût sur notre sommeil, sur notre contrôle émotionnel. La caféine peut nous rendre plus agressifs, stressés, impulsifs. Et sur notre santé, si elle est consommée dans des quantités trop importantes. Et surtout, elle nous prive d'une partie de notre conscience. Conscience de notre état de fatigue réel, conscience de l'effort qu'on doit normalement faire pour se concentrer, conscience de l'inconfort qui est associé, et elle nous rend moins tolérants à cette sensation d'inconfort, à cette résistance qu'on rencontre quand on doit entamer le matin sa journée de travail ou se lancer dans une tâche exigeante ou complexe. Peut-être que se passer de caféine, ça nous permet justement de réapprendre à nous immerger dans cette difficulté et à apprivoiser cette sensation, à développer notre capacité à focaliser progressivement notre attention sur ce qu'on se propose de faire. On apprendra peut-être aussi à accepter que notre niveau d'énergie fluctue de jour en jour et qu'on ne peut pas toujours être au meilleur de notre forme.
On apprendra à échanger le besoin de forcer la concentration et la productivité pour les remplacer par davantage de conscience de notre état mental et de notre niveau de fatigue pour vivre nos journées avec plus d'intention et de calme. Alors si vous aussi vous consommez régulièrement de la caféine, sous une forme ou une autre, mais que vous avez envie d'analyser votre rapport à cette substance, je vous invite à faire cette expérience et à me dire comment ça s'est passé. Est-ce que ça vous a donné envie de supprimer ou en tout cas de réduire votre consommation de caféine ou de la modifier pour mieux profiter de ses effets? Est-ce que vous avez tenté de faire un sevrage et qu'est-ce que ça vous a apporté? Quels effets est-ce que vous avez observés? Et est-ce que dans l'ensemble, le résultat était plutôt positif ou négatif? Dans une prochaine vidéo, je détaillerai la suite de cette expérience, c'est-à-dire ce que j'ai fait de ma consommation de caféine après mon sévrage, et je présenterai diverses méthodes ou modifications qui peuvent être utilisées pour consommer de la caféine de façon plus consciente et éclairée, pour en retirer un maximum de bienfaits et en limiter les effets négatifs. Alors pour ne pas manquer cette vidéo et mes autres productions sur l'exploration et l'amélioration mentale et physique, inscrivez-vous à ma chaîne. Et si c'est déjà fait, merci! Ça ne fait que me booster davantage à publier toujours plus de contenu et à vous apporter le plus de valeur possible. Et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo en particulier et que vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de la partager avec votre réseau. Ça coûte rien et ça permettra à plus de monde de découvrir mon contenu pour, je l'espère, les inciter à explorer chaque jour un peu plus leur potentiel mental et physique. À bientôt!